Bonsoir à tous. L'équipe du Bureau du Parlement européen à Marseille vous remercie de nous rejoindre ce soir pour ce débat autour du Pacte vert. Je tiens à remercier les structures partenaires pour la réalisation de ce débat, à savoir la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d'Azur, comme les associations suivantes: le Centre d'information Europe Direct Provence, le Mouvement européen des Alpes-Maritimes et la Maison de l'Europe Côte d'Azur-Var. Avant de vous introduire les orateurs de ce débat, quelques mots sur le rôle d'un bureau du Parlement européen. Son rôle consiste à rapprocher le Parlement européen et les députés européens élus avec les citoyens, les associations, les autorités locales comme les médias, sur le territoire, en ce qui nous concerne, du sud-est de la France. Comment? En organisant, comme aujourd'hui, des débats thématiques ou des événements annuels, par exemple lors de la Journée de l'Europe au mois de mai. Nous guidons aussi les citoyens comme les médias qui ont des questions sur le Parlement européen et ses activités. Nous organisons des rencontres avec les jeunes, diffusons des informations sur l'Europe auprès des lycées, qui soient membres, par exemple, du programme École ambassadrice ou auprès des jeunes qui participent au programme Euroscola. D'ailleurs, si, comme citoyen, vous désirez vous engager sur des thématiques relatives à l'Union européenne, en débattre, organiser des activités ou participer aux nôtres, nous vous invitons à rejoindre la plateforme ensemble.eu. Ensemble.eu va se poursuivre jusqu'aux élections européennes de 2024. En rassemblant différents profils de personnes, d'associations ou d'entreprises, elle permet des échanges sur l'Europe. Notre bureau peut y inscrire vos initiatives traitant d'Europe et ainsi donner de la visibilité à vos actions, comme vous permettre de rencontrer d'autres personnes qui ont des intérêts similaires. Les oratrices et orateurs du débat de ce soir, que nous saluons, sont les suivants. Madame Sylvie Brunet, députée européenne du groupe Renew Europe pour le mouvement démocrate en France. Madame Caroline Rose, députée européenne du groupe des Verts Alliance Libre Européenne, Alliance écologiste indépendante en France. Madame Raphaël Di Giuli Morgan, directrice générale adjointe des services des directions générales Europe et coopération méditerranéenne au sein de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Madame Aude Lahaine, chef de service, et Monsieur Roger Lioré, chargé de mission dans le service Fonds social européen de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous avons déjà reçu des questions lors des inscriptions et elles ont été transmises aux personnes constituant le panel de ce soir. Vous pouvez continuer à poser vos questions par écrit dans le chat Zoom ou pour ceux qui suivent sur Facebook, sur vos écrans Facebook. Nous essaierons évidemment d'en transmettre le maximum durant ce débat, même si, comme vous le savez, le temps va passer trop vite pour les mentionner toutes. J'espère donc que vous allez passer un moment intéressant à nos côtés et je passe la parole à Frédéric Dubessy, rédacteur en chef du journal Econostrum, qui va modérer le débat de ce soir. Frédéric, c'est à vous. Bien, merci Muriel, bonjour à tout le monde et effectivement, n'hésitez pas à poser les questions sur le chat, je me ferai un plaisir de les relayer auprès des différents intervenants. Alors, cette première partie, enfin ce débat va se dérouler, ce webinaire va se dérouler en trois parties. La première partie va être donc consacrée au Pacte vert pour l'Europe et aux initiatives législatives en cours. Et pour nous répondre, nous avons donc la chance, comme l'a dit Muriel Mouret, d'avoir deux députées européennes avec nous, Sylvie Brunet et Caroline Rose, que je salue. Et on va démarrer tout de suite par la première question, une question qui va être collective. Donc, je vais vous demander, mesdames, d'allumer votre micro et de répondre l'une après l'autre. Et cette première question collective porte sur qu'est-ce que le pacte vert? On aimerait un peu savoir un peu plus sur ce dispositif qui a été mis en place et qui consiste à répondre à l'objectif de l'Union européenne d'une neutralité climatique d'ici 2050. Sylvie Brunet, peut-être? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci au Parlement européen
à Marseille d'organiser ce bel événement et à tous les intervenants. Alors écoutez, le Pacte vert, c'est un projet de société donc porté par l'Europe qui avait été inscrit dès le début de la mandature, de cette nouvelle mandature depuis 2019 dans la stratégie, avec des conséquences très concrètes pour tous les États membres et nos territoires. Il vise vraiment à la transformation de notre modèle économique en décorrélant la croissance, qu'elle soit économique ou autre, avec vraiment les émissions de CO2. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à une exploitation raisonnable des ressources naturelles et au fond à un autre modèle économique de croissance. Et ce pacte vert il se décline sur le plan financier, législatif, on va le voir tout au cours de ce webinaire, et au travers, bien sûr, des orientations stratégiques au fur et à mesure des lois que nous allons voter. Caroline Rose. Alors bonjour à tous et merci à Madame Mouret du Parlement, du bureau du Parlement à Marseille, et merci à Sylvie d'être avec nous et à toutes et à tous. Alors qu'est-ce que le Pacte vert? On sait que le changement climatique et la dégradation de l'environnement constituent une menace qui est existentielle pour l'Europe et le reste du monde. Pour y faire face, l'Europe a besoin d'une nouvelle stratégie de croissance qui transforme l'Union en une économie moderne, mais qui soit efficace dans l'utilisation des ressources. On sait que les ressources ne sont pas inépuisables. Les émissions de gaz à effet de serre doivent devenir nulles justement en 2050. Et puis donc, moi je dirais que le Pacte vert pour l'Europe, c'est la feuille de route qui a pour objectif de rendre l'économie de l'Union européenne durable. On réalisera cet objectif en transformant les défis climatiques et environnementaux en chances à saisir dans tous les domaines d'action et en garantissant une transition juste et inclusive pour tous. Le Pacte vert pour l'Europe, il propose un plan d'action destiné à promouvoir l'utilisation efficace des ressources, donc comme je l'ai dit, en passant à une économie propre et circulaire et à restaurer la biodiversité et réduire la pollution. Parce qu'il est absolument pas normal que quand vous avez un maraîcher juste à côté, que vous alliez acheter des tomates qui viennent de très loin, qui ont pollué la planète, etc. Donc l'économie circulaire est au cœur du Pacte vert. Et puis, ce plan, il présente les investissements nécessaires et les instruments de financement disponibles. Et il explique aussi comment garantir une transition juste et inclusive. Alors justement, à ce propos, il y a donc dans ce package, on va l'appeler un package, un fonds de transition juste, qui est donc un nouvel instrument financier qui relève, lui, de la politique de cohésion et qui donc est associé à ce pacte vert. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce fonds de transition juste? Oui, bien sûr, il est absolument fondamental dans justement l'accompagnement financier notamment et en moyens de ce fameux pacte vert. Donc, ce fonds de transition juste, il cible les territoires partout dans les États de l'Union européenne en retard donc sur la transition écologique. euh, pour alors, notamment, et ça a été très souligné, sur les sujets de décarbonation, donc ceux qui ont beaucoup de centrales à charbon, c'est le cas de la Pologne par exemple. Donc, il a pour but quand même d'aider plus particulièrement les États membres où on a une économie encore très carbonée, si je puis dire. Mais nous sommes concernés donc, dans l'industrie. Et donc, il y a un sujet, on va dire, accompagnement en moyens financiers de la transformation des outils de production pour aller justement vers une économie verte et décarbonée. Mais il y a un sujet que je traite moi en commission emploi et affaires sociales, puisque je suis là plus sur la dimension emploi, qui est le sujet de la reconversion des travailleurs, si nécessaire. Et là, c'est particulièrement important parce que notre département des Bouches-du-Rhône, dans lequel je vis depuis des années, est bénéficiaire sur les 10 départements qui ont été retenus en France de ce fonds, puisque nous avons deux centrales, notamment une centrale à charbon près de chez moi,
à Gardanne, et donc à hauteur de 148 millions d'euros pour ce qui concerne les Bouches-du-Rhône. Donc, vous voyez que ça a un impact très direct, y compris chez nous et localement. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'il y a uniquement certains départements, ce ne sont pas tous les départements qui vont avoir droit à ce fonds de transition juste. Absolument. Je pense que Caroline va pouvoir. Oui, tout à fait. Je voulais passer justement la parole à Caroline Rose là-dessus. Où on en est donc au niveau de ces fonds de transition juste? C'est une bonne question. Moi, je suis en commission régionale, donc en commission régie sur le fonds de transition juste et le FEDER. Alors, le mécanisme pour une transition juste, déjà, c'est un outil qui est essentiel, qui sert pour faire en sorte que la transition vers une économie climatique devienne neutre, s'effectue de manière justement équitable, sans laisser des gens sur le bord de la route. Il fournit un soutien qui est ciblé, qui est destiné à mobiliser au moins 150 milliards d'euros sur la période de 2021 à 2027 dans les régions les plus touchées, comme l'a dit Sylvie, par exemple la Pologne, au niveau de la problématique des mines à charbon. Et il permettra d'atténuer l'impact socio-économique de la transition. Le mécanisme pour une transition juste, il contribue à faire face donc aux effets sociaux et économiques de la transition, mais en portant une attention particulière aux régions, aux secteurs et travailleurs qui seront confrontés aux plus grands défis, et en mobilisant au moins 150 milliards d'euros au moyen des éléments suivants. On a le nouveau fonds pour une transition juste qui fait 40 milliards d'euros, un dispositif pour une transition juste dans le cadre d'InvestEU qui mobilise 45 millions d'euros d'investissement. On a une facilité de prêt au service public de la Banque européenne d'investissement de 10 milliards d'euros de prêts, soutenus par 1,5 milliard d'euros du budget de l'Union européenne, mobilisant jusqu'à 30 milliards d'euros d'investissement. Et puis, on a la plateforme pour une transition juste qui aide les pays et les régions de l'Union européenne dans le cadre de la transition juste. Elle se compose en fait d'un point d'accès unique, d'un service d'assistance, et elle fournit un soutien consultatif et technique qui est global. Alors, c'est un peu technique, mais bon. Les autorités et les bénéficiaires, ils peuvent y accéder pour trouver toutes les informations dont ils ont besoin concernant ces fonds, y compris les possibilités, les mises à jour réglementaires utiles et les initiatives sectorielles spécifiques. Et puis, on a les plans territoriaux pour une transition juste qui définissent les territoires dans lesquels les fonds pour une transition juste sera utilisé. Et ces territoires, ils sont déterminés dans le cadre d'un dialogue avec la Commission. Ils définissent les défis à relever dans chaque territoire, ainsi que les besoins et les objectifs de développement à atteindre d'ici 2030. Il détermine les types d'opérations envisagées et précise les mécanismes de gouvernance. Et l'approbation de ces plans territoriaux pour une transition juste, il ouvre la voie à un financement spécifique dans le cadre de 2 autres piliers de mécanismes pour une transition juste. Tous les États membres peuvent en bénéficier, peuvent bénéficier d'une aide, qui sera axée sur les régions à forte intensité de carbone et celles où le secteur des combustibles fossiles est un gros pourvoyeur d'emplois. Les États membres y auront accès en élaborant des plans territoriaux couvrant la période allant jusqu'à 2030 et désignant les territoires qui devraient recevoir le plus de soutien. Mais ces plans, ils présenteront les meilleures façons en fait de relever des défis sociaux, économiques et environnementaux. C'est vrai que au sein de l'emploi, Sylvie est plus à même de parler de l'emploi, mais c'est des plans qui vont servir justement à relever ces défis sociaux, économiques et environnementaux. Alors, on va effectivement parler de l'impact social, mais je voudrais d'abord prendre quelques questions qui nous arrivent sur le chat, des questions d'ordre général et une plus précise justement sur le fonds de transition juste sur lequel nous sommes en train de parler. Une question de Claire Sarda, donc, qui nous demande: le fonds de transition juste fait penser au PIC, le programme d'initiative communautaire Rechart pour la reconversion des zones carbonifères, lancé sur 1990-1993 dans le cadre du premier paquet de l'or. Sylvie Brunet.
Oula. Alors déjà, le PIC, moi, ça me faisait penser au plan d'investissement sur les compétences. Mais bon, Pas ça. comme quoi, hein, les sigles, et ce qui n'était pas faux d'ailleurs, hein, parce que on a un lien, hein, avec le PIC et le PRIC. Non, là, très spécifiquement. Oui, bien sûr. Enfin, moi, je n'étais pas là à cette époque-là. Je n'ai pas vraiment de référence. Caroline saura peut-être mieux répondre que moi, mais effectivement, c'est dans la suite logique sans doute de votre antérieur. C'est normal. Mais je pense que Caroline va pouvoir compléter. Madame Rose? Je vais compléter moi aussi, je n'étais pas là pendant cette période-là, mais je pense que bon, je peux me renseigner plus en détail sur le sujet hein, et répondre par mail parce que comme vous disiez tout à l'heure, on n'aura peut-être pas le temps nécessaire pour répondre à toutes les questions, mais on pourra répondre par mail. Mais je pense vraiment que ça fait suite justement au problème, au programme de décarbonisation. On est sur la suite et sur la continuité de ce cadre-là, hein, de toute façon. Mais de toute façon, je peux chercher et répondre par mail sans aucun problème. Ben, volontiers. Merci, Madame Rose. Alors, je vais prendre deux questions générales, là, qu'on vient de recevoir également par chat. La première, de M. Henri-Georges Brun, pardon, comment peut-on développer l'économie circulaire en Europe et en France quand on reste dépendant de la Chine? Madame Brunet, Madame Rose? Alors, pour ma part, en ce qui concerne les accords de commerce, il va falloir faire très attention sur les accords de commerce. C'est sûr qu'on a des accords de commerce avec la Chine. On y met certaines conditions concernant les droits humains, le respect des droits humains, etc. Moi, j'ai des problèmes avec certains accords de commerce, comme le Mercosur, par rapport à la déforestation. Sur l'économie circulaire, il faut qu'aujourd'hui, dans les États membres, on se réaxe on se redirige plutôt sur justement un changement de consommation, un changement de mode d'achat, etc. Et je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on peut y arriver et mettre des conditions sur certains accords de commerce. Alors, j'ai une question de Olivier Brunet. Je ne sais pas si c'est votre famille, Sylvie Brunet. J'ai un Olivier Brunet dans ma famille, mais je ne pense pas qu'il est tout vers Toulouse. Donc. Sur comment verdir efficacement l'ensemble des politiques européennes. C'est ce qu'est en train de faire le Pacte vert. C'est exactement l'objectif du Pacte vert et on fera le point sans doute après, puisqu'on a quand même déjà un certain nombre de textes qu'on a votés. En fait, au fur et à mesure des normes que l'on vote dans tous les domaines, il y a à chaque fois, entre guillemets, ce verdissement, que ce soit sur les fonds européens, que dans le cadre du plan de relance, 37% du plan de relance des fonds européens doivent être dédiés à la transition environnementale et au, entre guillemets, verdissement, mais même au travers de programmes comme Erasmus, où on doit à chaque fois intégrer le sujet, que ce soit sur les sujets des compétences, que je traite plus spécifiquement, des reconversions, de la mobilité. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir et qui va être important et qu'on a commencé à voter, que ce soit dans le cadre de la fiscalité, des ressources propres qui vont intervenir nouvelles. Le budget, voilà, tous les sujets vont être passés à la moulinette de ce pacte vert. Alors, deux dernières questions pour cette partie. Allez-y, Madame Rose, bien entendu, si vous voulez intervenir. Allez-y, bien sûr. Je voulais juste rajouter par rapport au verdissement, on a quand même pas mal d'investissements de l'Union européenne qui vont justement au verdissement de notre économie, la création de nouvelles perspectives économiques dans les anciennes villes minières, la reconversion des travailleurs des régions industrielles charbonnières, l'aide aux citoyens et aux entreprises souhaitant diminuer les émissions de CO2, réduire les factures d'électricité et puis au niveau des logements, des bâtiments, il faut rénover les bâtiments afin d'aider les citoyens justement à faire diminuer les factures d'énergie. Je pense que tout ça verdira. Très bien, mais volé ma question, mais c'est très bien parce que vous m'avez apporté la réponse. Donc, on va passer tout de suite à la dernière question de cette partie, puis on prendra une ou deux questions chat. J'aurais aimé que chacune d'entre vous, pour que ce soit vraiment concret, ce pacte vert, puisse m'illustrer, me donner un rapide exemple d'une initiative qui est prise
dans le cadre de ce plan? Madame Brunet? Des initiatives, on va dire, plutôt locales. Oui, oui, c'est pour qu'on ait, Voilà, moi, je suis plutôt qu'on ait une basée sur vision voilà. de ce document, comment il peut se Tout à traduire. fait. Comment concrètement ça peut s'illustrer et pour accompagner dans les mois et années à venir d'autres projets. Bah, moi, j'ai en tête deux exemples parce que au travers de visites que j'ai pu faire hein, ou d'élus notamment que j'ai pu côtoyer, je pense d'abord aux mines de Château-Renard, hein, donc au marché d'intérêt national. Je m'étais rendue à une visite auprès des élus. J'ai rencontré donc les dirigeants du mine aussi en octobre dernier. Eh bien, par exemple, ils ont conçu leur plan de développement de façon à qu'il soit en cohérence avec le pacte vert. Donc, ils ont, par exemple, favorisé les circuits courts donc, ou développer des systèmes de logistique verte. C'est vraiment extrêmement intéressant et en plus, c'est très important pour notre économie à la fois locale et nationale parce que de ce mine partent un nombre de produits maraîchers incroyables. J'ai découvert ça d'ailleurs, hein. On ne sait pas à nos portes euh, des exemples tels que l'on peut avoir. Et donc, à terme, ce sont plusieurs centaines d'emplois, directs et indirects, non délocalisables, c'est très important dans l'esprit aussi de ce pacte vert, qui pourront être créés ou pérennisés, et ils y veillent à chaque fois avec un impact positif sur l'environnement. Alors ça, c'est le premier exemple. J'en ai un deuxième, plus récent, où j'ai rencontré une petite entreprise qui est sur un projet innovant de capteurs atmosphériques embarqués dans des ballons. Hein. Alors, c'est très précis, hein, j'essaie de bien comprendre, qui m'a été présenté, ça s'appelle Climate City. Il vise à permettre aux villes, c'est super intéressant, de se doter de statistiques nécessaires à la conception de stratégies municipales d'adaptation au changement climatique. C'est-à-dire qu'en gros, ils affinent la captation de données. Alors, pour l'instant, on a des données par les satellites très générales sur une zone. Alors, ils viennent tous d'ailleurs du spatial, c'est vraiment des têtes. Et ils produisent ces fameux ballons à La Ciotat, à côté de chez moi, j'habite Cassis. Alors, j'ai découvert ça aussi, on a des startups incroyables. Pour l'instant, ils se sont autofinancés avec leurs propres fonds. Ils ont déjà, je crois, une vingtaine de chercheurs, de salariés, et ils vont se déployer, et ils attendent beaucoup de l'Europe et de nous, hein, et ils ont été primés à la COP 21. Bien, merci pour ces deux exemples. Même exercice pour vous, Madame Caroline Rose, si vous le voulez bien. Deux initiatives, deux exemples pour qu'on ait Alors, du concret sur ce pacte vert. Alors, du concret sur ce pacte vert, une initiative qui a été prise en urgence, je dirais en janvier 2021. J'étais shadow rapporteur sur la résolution sur l'atténuation des conséquences du tremblement de terre en Croatie. On a invité la Commission à mettre en place des instruments à disposition dans le cadre du fonds de cohésion, du pacte vert et des fonds régionaux en vue des activités de reconstruction des bâtiments. Et pour nous, c'est très important de créer des synergies entre tous les instruments disponibles au niveau de l'Union afin de veiller à ce que les ressources soient employées efficacement pour activer la reconstruction de ces bâtiments. Donc ça a été le premier exemple qui a été fait en janvier. Après, j'ai une initiative qui est locale. Je suis en train de travailler sur un projet avec, puisque je fais de l'apnée, dans ma région et je travaille avec une association, l'association Fond Bleu. On a un projet de mettre en place des filets aux embouchures vous savez que quand on jette un mégot dans une plaque d'égout, ça va à la mer. Donc juste avant, ils ont des projets de mettre des filets pour dépolluer la mer. Donc, on est en train de mettre ce projet en place et ils sont en train d'étudier ça et c'est vraiment pas mal. Ça évitera justement que nos océans deviennent malheureusement une poubelle, on va dire.
Et puis après, j'ai un autre exemple vite fait. Grâce au Pacte vert, en fait, l'Union européenne, elle soutiendra les efforts déployés par les partenaires humanitaires pour réduire leur empreinte environnementale. Et c'est important puisque c'est un la Commission, elle va poursuivre le processus d'écologisation dans le réseau opérationnel humanitaire qui s'appelle Ecofield. Et son siège à l'appui du Pacte vert sur l'Europe. Et je pense que c'est bien en matière de neutralité climatique. Voilà. Bien, mais pour conclure cette partie, je vous proposais de prendre 2 questions dans le chat. Donc, Emma Schwitter qui nous demande comment être certain que les États membres suivent la ligne de ce pacte vert. Ça, c'est l'éternel débat. Sylvie Brunet. Déjà, voilà, enfin bon, tout ce qu'on a voté, les fonds, parce que ça passe quand même beaucoup aussi par des fonds, hein, des moyens financiers. Il y a une conditionnalité, par exemple, ne serait-ce que sur le plan de résilience, tous les fonds, le fonds de transition juste dont on vient de parler, hein, qui alimente aussi ce pacte vert, bah, on ne va pas donner les... D'abord, il faut quand même bien comprendre le système, parce que parfois nos concitoyens pensent qu'on donne comme ça directement les fonds européens, soit aux entreprises. Enfin, tout cela transite, mais on en parlera sûrement après, par des institutions. Il y a plusieurs étages. On commence par avoir une répartition par État. Et ensuite, il y a des accords territoriaux qui se concluent entre l'État et les régions. Et à partir de là, ces fonds, ils ne vont pas être comme ça distribués ou actés si on n'a pas cet engagement des États membres. C'est aux États membres qui ont la responsabilité de le faire, à chacun à leur niveau. Donc, je pense que par le moyen de contrôle de l'octroi des fonds, ils ne les ont pas sinon. Donc, voilà, c'est une forme de conditionnalité. Et ça, c'est le premier point qui me semble fondamental. Mais je vois dans le chat qu'il y a beaucoup de questions hein, sur comment va se dérouler hein, ce pacte vert. Mais pour moi, ça ne peut pas être purement, et ça c'est un point fondamental, purement descendant. On a trop tendance, et d'ailleurs au niveau européen beaucoup, à toujours se dire on décrète un truc en haut, puis paf, ça redescend. Mais je crois que, c'est pour ça que j'ai cité ces exemples, il y a beaucoup de belles choses concrètement sur les territoires qui doivent aussi remonter et qui vont alimenter ce pacte vert et donner des idées d'action. Voilà. Alors, justement, là, il y a une question sur le chat de Pierre-Louis Gassilel qui vous demande si les exemples que vous venez de citer sont des initiatives locales ou est-ce qu'elles sont déclenchées directement par le pacte vert de l'Union européenne. La première initiative que personnellement j'ai citée sur le mine, l'idée leur a été donnée par le pacte vert, qu'ils ont particulièrement suivi. Ils ont suivi ce qui se passait. Il y a d'ailleurs une équipe municipale très, très dynamique, très, très axée sur ces sujets et qui a suivi. Et ça leur a donné l'idée d'eux. Mais pour l'instant, enfin, ce pacte vert, on l'a voté, tout n'est pas encore enclenché au niveau des textes. Les fonds très concrètement, on en parlera peut-être, mais bon, ils ne sont pas encore complètement dans les caisses des différents États. Tout ça, l'Europe, ça prend un certain temps. Bon, sur un certain point, je pense que Caroline ne me démentira pas, elle connaît mieux cette question. Mais donc, l'un a été initié par ça. L'autre sujet, s'ils m'ont demandé à me rencontrer, ce n'est pas un hasard. Ils ont été primés par la COP21 comme très innovants et très impactants hein, pour lutter contre le réchauffement climatique et permettre la décarbonation. Et donc maintenant, c'est ce que je vous disais, ils vont se raccrocher effectivement au pacte vert en termes de fonds, d'axes stratégiques. Mais pour l'instant, ce n'est pas le pacte vert qui a déclenché ça. Mais le pacte vert servira à promouvoir tous ces projets. C'est ça. Parce qu'ils investit avec leurs propres fonds. Hein, donc, ce n'est pas toujours les fonds publics qui alimentent tout. Et ce sont des gens qui ont pris des risques. Et maintenant, je pense que s'ils veulent accompagner leur développement, il faut qu'on les aide. Allez, on prend une dernière question sur cette partie dans ce chat. Madame Rose, quels sont les changements législatifs qui sont visés? Est-ce qu'il y a des directives qui sont prévues dans le prolongement de ce pacte vert? C'est une bonne question. On en poser apparemment, non? Pardon?
Je disais, désolé de vous l'avoir posé apparemment. Non, disons qu'on est en cours de négociation sur certains fonds encore maintenant, donc c'est un petit peu compliqué de dire jusqu'où, enfin, les futurs fonds comme le FEDER, il va être voté par exemple en juin. On n'a pas terminé, on a terminé une première, on va en première lecture, donc c'est un petit peu compliqué de répondre à cette question, mais on avance sur ces fonds hein, de toute façon. Sur le fonds de transition juste, c'est pareil, c'est des fonds qui sont en cours, donc on n'a pas terminé. Malheureusement, on n'a pas obtenu suffisamment, je dirais, pour moi, suffisamment de fonds. On a eu une évolution, mais pour moi, on n'a pas obtenu suffisamment de choses encore, mais on est en cours de négociation encore. Bien, merci à vous deux et ne partez surtout pas, restez avec nous parce que je vais vous solliciter tout au long des 2 autres parties qui arrivent. Et là, on est justement en train de parler de la montée vers le haut, de la descente vers le bas. On va voir avec justement Raphaël de Guilly-Morgan, qui est donc directrice générale adjointe des services à la DG Europe et coopération méditerranéenne, pardon, de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est trop long comme titre, hein, Raphaël, hein. C'est pas moi qui l'ai choisi, hein. Je m'en doute. Voilà. Alors, moi, je voulais voir justement avec vous, là, on est au niveau beaucoup plus local, comment vous avez accueilli ce pacte vert de l'Union européenne quand il est tombé sur votre bureau? Alors, d'abord, il n'est pas tombé directement sur mon bureau, il est tombé directement sur le bureau du président de la région, qui était très heureux de ce pacte. Pourquoi? Parce que la région elle-même est extrêmement engagée dans la lutte contre le changement climatique, qu'elle a adopté un premier plan climat qui, en 2020, représentait quand même 20%, non, pardon, 30 millions, non, 30%, oh là là, 30% du budget de la région et qu'on est en train là de présenter à la prochaine session, c'est-à-dire au vote des élus régionaux le 23 avril, un plan climat 2 qui va porter encore plus loin les ambitions de la région, que ce soit sur l'air, la mer, la terre, l'énergie, les déchets et même l'économie. Donc, ça, c'est, je dirais, côté région hein, et du côté de notre président. Du côté Europe, évidemment, et c'est quand même l'objet du débat d'aujourd'hui, évidemment, très heureuse également, ainsi que mes équipes, même si beaucoup de travail en perspective, parce qu'effectivement, on a fait des sondages un peu dans le cadre de la préparation de la programmation 2021 et 2027, et vraiment le sujet du changement climatique avec le sujet des transports sont les 2 sujets qui apparaissent comme étant les plus importants à traiter par l'Europe pour les citoyens sur le territoire régional. Alors justement, concrètement, comment vous prévoyez de l'adapter, ce pacte vert en région sud, qui c'est vrai est une région très avancée déjà sur le sujet, sur quelle stratégie vous travaillez et un peu voir quelles sont les orientations que vous avez d'ores et déjà? Alors, moi, je vais parler des outils européens, enfin, que l'Europe met à notre disposition pour nous inscrire et donner vraiment toute son efficacité à ce pacte vert. Donc, on va parler plus précisément du fonds de transition juste qui a déjà été évoqué par nos 2 députés. Mais en fait, effectivement, déjà avec les outils du plan de relance, avec le FEDER régional, avec même dans le cadre des programmes thématiques de la Commission européenne, et je pense au programme LIFE, par exemple, eh bien, on a déjà là des sources de financement importantes. Et nous, on a une feuille de route Europe hein, qu'on a fait voter par la région, c'était en 2018, qui va être renouvelée hein, dans le cadre du prochain mandat, qui vise à véritablement orienter nos actions, que ce soit auprès des acteurs du territoire, dans nos stratégies de mise en œuvre du FEDER, par exemple, qui vise vraiment à essayer de concentrer notre action, les financements sur les objectifs qui sont ceux en fait du pacte vert.
Donc, par exemple, sur le plan de relance, il y a un volet territorial qui s'appelle React EU. Excusez-moi de l'anglicisme, mais c'est comme ça. Donc, c'est une enveloppe pour la région de 108 000 euros sur 3 ans. Et bien, sur ces 108 000 euros, 27 millions d'euros seront dédiés à la mobilité douce, par exemple. Pas que, puisque ce n'est pas le seul sujet du plan de relance, mais voilà, on a essayé de dédier quand même quasiment un tiers de cette enveloppe à la transition écologique, ce qui est le but de la relance. Sur les programmes thématiques, on a par exemple, la région est très investie sur le programme LIFE, qui est un programme de l'Union européenne complètement dédié à l'environnement. Et là, on est chef de file de 4 projets qui portent sur la protection des calanques, sur la gestion des déchets, l'économie circulaire et aussi les réseaux de chaleur et l'utilisation des énergies renouvelables dans les réseaux de chaleur. Voilà. Après, bon, on a encore je dirais, nos fonds principaux, le Fonds européen de développement régional, le FEDER, et là-dessus, on va engager aussi plus de 30% de notre maquette pour les prochaines années, pour 2021-2027, en faveur de l'objectif stratégique Une Europe plus verte. Et là, de la même manière, on pourra soutenir des projets qui visent à protéger la biodiversité, à soutenir les projets d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, etc. Alors, vous avez évoqué un peu rapidement le fonds de transition juste. Je voudrais qu'on y revienne un petit peu. Déjà, quand est-ce qu'il va être mis en œuvre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur? Savoir un peu quel est votre calendrier. Puis on reviendra après, j'aurai une deuxième question. Alors, le calendrier, donc le fonds de transition juste, il est donc adopté au niveau européen et ensuite la Commission européenne fait des propositions d'allocation d'enveloppe. Donc, pour la France, c'est 1 milliard d'euros et ce milliard, il doit cibler vraiment les territoires les plus émetteurs de CO2. Et donc, malheureusement, les Bouches-du-Rhône fait partie des 2 départements français les plus émetteurs de CO2, mais c'est-à-dire qu'en fait, leurs émissions dépassent la moyenne des émissions au niveau européen. Donc, nous avons un territoire prioritaire pour la Commission européenne, mais nous ne sommes pas les seuls. Et non, en principe, en tout cas, il y a une négociation en cours pour que ce soit étendu à 10 départements français. Donc, a priori… Ça veut dire qu'il y a un seul département dans la région, les Bouches-du-Rhône, qui auront le droit à ce fonds de transition. Oui, tout à fait. Compte tenu, donc, en particulier donc, de deux sous-territoires qui sont particulièrement impactés par la carbonation, par l'industrie carbonée. C'est donc, Madame Brunet en a parlé, bien sûr, la centrale à charbon de Gardanne. Donc, l'idée, c'est d'accompagner la conversion de ce site, de ce territoire, mais également, évidemment, la zone industrielle autour de Martigues, Fos et Tandberg. Après, en fait, si vous voulez, on va cibler ces 2 territoires sur certains sujets, par exemple la décarbonation industrielle, le soutien aux entreprises pour qu'elles investissent dans des équipements, dans des systèmes qu'elles fassent évoluer leur système de production, etc. Ce sera vraiment sur ces 2 sites. Mais je dirais de manière un peu plus large, par exemple sur la recherche et l'innovation, par exemple sur l'emploi, et la directe en parlera tout à l'heure, l'emploi, l'accompagnement vers des métiers, enfin des populations du territoire départemental vers des métiers plus verts, eh bien, évidemment, le scope, le périmètre sur ces thématiques sera plus large parce qu'on ne peut pas juste agir auprès des populations de ces territoires. Il faut avoir une vue d'ensemble. Donc, selon les thématiques, on aura vraiment un ciblage strict ou un petit peu plus large. Alors, comment intéresser… Pardon, je vous ai coupé. Non, pardon, sur le calendrier, j'ai oublié de vous répondre. Oui. Donc, le calendrier, l'objectif, ce serait de pouvoir lancer tout ça à l'automne 2021. Parce que là, on est en train de construire notre stratégie, notre plan de transition juste.
De même qu'on est en train de construire de finaliser notre stratégie FEDER FSE pour les 7 années qui viennent. Et bien entendu, la commission, il y a des négociations à avoir avec la commission. Mais notre objectif, ce serait de pouvoir lancer les premiers appels à projets à l'automne 2021. Voilà. D'accord. Alors, comment intéresser les entreprises à tous ces nouveaux outils? Alors, nous, on a depuis, je dirais, depuis l'arrivée du président Muselier, la région ne se contente plus de gérer les enveloppes dont elle est autorité de gestion, c'est le terme technique pour dire qu'on est responsable des enveloppes que nous confie la commission, mais véritablement, il nous a demandé de développer un service public d'accompagnement des acteurs du territoire pour les aider à monter des projets européens et à aller répondre notamment aux appels à projets de la Commission européenne, mais aussi d'autres programmes gérés par d'autres régions en Europe. Et donc, nous avons mis en place un dispositif entre notre bureau qui est à Bruxelles, dont les équipes couvrent toutes les politiques, je dirais, prioritaires de l'Union européenne pour une région, et puis nos équipes ici à Marseille. Ensemble, nous travaillons, nous organisons des réunions, nous accueillons les porteurs de projets et nous allons à leur rencontre pour leur faire connaître tous les dispositifs actuels ouverts ou à venir. Nous faisons du lobbying auprès de la Commission européenne, même s'il ne faut pas le dire, pour tenter d'obtenir que dans les prochains appels, il y ait bien tel et tel sujet qui soit abordé. Ensuite, il y a tout un travail d'animation sur le territoire. On a des webinaires, maintenant, des webinaires parce que à cause de la crise sanitaire, toute l'année sur un peu tous les grands sujets. On a mis en place un guichet unique aussi, simple d'utilisation sur notre site internet europe.maregionsud.fr. C'est j'ai un projet, je connais rien au fonds européen, en quelques mots je le décris et ensuite nous on les rappelle, on leur dit il y a telle et telle possibilité, mais pour ça il faut que vous fassiez comme ci comme ça. On a aussi mis en place une plateforme qui s'appelle Up to Europe pour que les personnes qui veulent monter du projet européen en partenariat, parce que c'est souvent la partie la plus difficile, rencontrent sur ce forum d'autres acteurs qui sont aussi prêts à s'engager sur les mêmes sujets, des consultants. On a même mis en place un dispositif d'aide au conseil pour les PME, parce qu'on sait que pour les PME, c'est quand même assez effrayant de se confronter aux appels à projets de la Commission européenne et que, elles ont besoin d'un petit coup de pouce. Donc, on a mis en place une aide au conseil auprès des PME qui représente une aide d'environ 10 à 15 000 euros, pour les aider à vraiment monter leur dossier, très, très concrètement. Alors, sur cette dernière question un peu combinée, parce qu'il y a une question de chat qui est arrivée, sur ces deux secteurs principaux comme les transports, Florent Bessières nous dit que concernant cette thématique, il n'y a pour l'heure qu'un infime accompagnement du ferroviaire. Et il cite effectivement le tram et le TER. Comment l'expliquer? Alors, il y a différentes choses. La question des transports, c'est un vrai sujet aujourd'hui. Effectivement, pour nous, dans nos discussions avec la Commission européenne. Alors, on a la chance d'avoir depuis cette année, en fait, non, depuis l'année dernière, l'inscription de la ligne Marseille-Nice 28 000 dans le tracé des grands corridors européens de transport. Et ça permet en fait de rendre prioritaire tous les projets de transport, qu'ils soient ferroviaires ou portuaires, qui soient prioritairement éligibles au mécanisme d'interconnexion européen, c'est-à-dire le principal outil financier européen qui vise à soutenir les projets de transport. Donc là-dessus, nous, on a vraiment beaucoup travaillé pour obtenir cette inscription. Maintenant qu'on l'a, on a mis en place tout un dispositif d'accompagnement du Grand Port, de SNCF Réseau, pour essayer vraiment, mais aussi des entreprises, pour les aider à répondre aux appels à projets spécifiques à cet outil.
Après, c'est vrai que sur les financements que nous gérons, c'est-à-dire le FEDER, le Fonds de transition juste, on n'est pas toujours d'accord avec la Commission européenne. La Commission, elle trouve qu'en gros, on ne gère pas suffisamment de fonds pour nous laisser en fait financer avec nos enveloppes des projets de tramway ou des projets de sites de bus en site propre, etc. Donc, nous, on essaye toujours de trouver un peu un biais. Alors, par exemple, on a pu, sur cette programmation 2014-2020, on a pu financer beaucoup de pôles d'échanges multimodaux. On va financer l'électrification des quais des ports de Marseille et de Toulon. On est en train aussi d'expérimenter l'électrification de la ligne Aix-Marseille avec un procédé innovant de train à batterie. Donc, je dirais qu'on ne peut pas dire qu'on ne fait rien sur les transports avec les fonds européens. C'est vrai qu'il faut un peu négocier. Donc, pour la prochaine programmation, on continue la négociation. Mais voilà, c'est un sujet auquel nous sommes très attentifs. Alors, autre secteur qu'on ne veut pas oublier, mais on est un peu court dans le temps, on souhaite un peu plus rapide dans la question, et je m'en excuse par avance, c'est l'industrie. Il faut quand même qu'on parle de l'industrie et de savoir comment elle va s'intégrer dans ces nouveaux programmes. Il y a 200 millions d'euros, je crois, qui ont été sortis pour transformer l'industrie. Où c'est qu'ils vont aller? Quels vont être un peu les critères du ciblage qui va être effectué? Alors, il y a 211 millions d'euros sur le fonds de transition juste. Donc, 148 pour la décarbonation et 63 pour l'accompagnement, emploi, formation. Donc, oui, l'industrie, pour nous, c'est le sujet prioritaire. L'industrie, c'est à la fois les petites entreprises du secteur industriel, mais c'est aussi les grandes entreprises du secteur industriel, mais c'est encore aussi les transporteurs. Donc, nous, notre objectif, c'est effectivement de pouvoir massifier, cibler, comme je vous disais déjà sur 2 territoires, l'utilisation de cette enveloppe, mais également d'allouer 80 sur les 148 millions qu'on a, 80 millions pour la décarbonation industrielle. Le reste étant alloué effectivement à la recherche aussi, parce qu'il faut pouvoir anticiper cette transition industrielle en soutenant la recherche et l'innovation, mais également on a prévu de pouvoir financer la décontamination des sites pollués, bien sûr dans le respect du principe pollueur-payeur, et travailler aussi sur l'économie circulaire, l'écologie industrielle. Bien, merci beaucoup, Raphaël, pour toutes ces précisions. Restez avec nous, il peut y avoir des questions chat qui vont peut-être venir à nouveau. Je vous propose de rejoindre virtuellement la direction régionale de l'économie de l'emploi, du travail et des solidarités, la DRETS Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est le nouveau nom de la directe, avec laquelle vous travaillez beaucoup d'ailleurs sur ce sujet. Et nous allons donc rejoindre tout de suite Raymond Loret, qui est chargé de mission Fonds social européen, et qui doit, si tout se passe bien, être en ligne avec Aude Lahaine, qui est chef de service de la DRETS et qui a, semble-t-il, des problèmes de communication. Mais on va gérer avec ça. Bonjour, monsieur Loret. Bonjour à tous. Oui, effectivement, il y a des petits problèmes de communication, si bien que Aude va intervenir via moi. En fait, et là, je la mets en haut-parleur pour qu'elle puisse effectivement communiquer avec nous. Oui, on intervient au nom de la DRETS. Nous copilotons effectivement le fonds de transition juste. Ce que je vous propose, c'est que Aude intervienne en premier. Donc, Aude, est-ce que tu… Oui, je suis vraiment désolée. En fait, du virtuel, soit je vous bonjour. entends et je ne vois pas tous les participants, soit j'ai eu un souci, soit je vois les participants, mais je ne peux pas intervenir par audio. Donc, je vous voyais très bien, mais je ne pouvais pas parler. On vous entend en tout cas, Madame Lahaine, c'est le principal. Donc, j'aurais une première question pour vous. Je suis vraiment désolée. J'aurais une première question pour vous. Comment vous appréhendez justement ce fonds de transition juste, vous, à la DRETS? Côté DRETS, en fait, donc le fonds de transition juste, on a commencé à le suivre de prime abord avec la région parce qu'on ne pensait pas très honnêtement être gestionnaire du tout
même s'il nous intéressait au demeurant, mais ce n'était pas parti pour être un fonds qui avait une vocation à suivre la reconversion des salariés et des demandeurs d'emploi. En décembre, il nous a été… Excusez-moi, je vais vous couper parce que le son n'est pas audible. Oui. Excusez-moi, je vais demander à M. Loret de prendre le relais, désolé, mais le son n'est pas audible pour le webinaire. On t'entend pas. Monsieur Loret. Oui, je prends le relais. Je prends le relais. Ok, ça marche. Oui, effectivement. Oui, donc nous avons été sollicités effectivement pour prendre en charge le fonds de transition juste. Alors, nous avons contribué. Le fonds de transition juste rentre dans le cadre financier européen 2021-2027 et il s'intègre au fonds structurel de la politique de cohésion. Et du coup, sa mise en œuvre passe par le programme FEDER et FSE+. La première des contraintes que nous avons dû affronter, c'est d'abord un ciblage territorial et nous avons, dans ce cadre-là, contribué au diagnostic territorial et effectivement, il revenait au service de l'État en collaboration avec d'autres services, dont notamment Pôle emploi, etc., d'alimenter le volet social du diagnostic territorial afin de s'assurer que les problématiques sociales, que les problématiques liées à la transition écologique sont suffisamment prises en compte sur notre territoire. Et dans ce cadre-là, nous avons élaboré, effectivement, et je pense que c'est la question que vous vouliez me poser par après, dans le cadre du diagnostic, nous avons contribué à élaborer ce diagnostic. Ce diagnostic qui cible en priorité deux zones d'emploi, deux zones prioritaires, la zone d'emploi Martigues-Salon et Tente-de-Berre et la zone d'emploi Aix-en-Provence, Gardanne-Mereuil. Après examen et dans le cadre du diagnostic que nous allons vous présenter, effectivement, de toute évidence, la centrale à charbon de Gardanne-Mereuil ainsi que les industries concentrées autour de l'étang de Berre semblent prioritaires. Et c'est la raison pour laquelle nous avons pris le parti de recueillir en priorité des données statistiques sur ces deux zones, donc des données sur des statistiques sociales, mais également en matière d'emploi. Sur la zone d'emploi Martigues-Salon et Tente-de-Berre, qui couvre du coup 26 communes, plusieurs sites industriels visés par les objectifs de la décarbonation sont implantés sur ces villes et c'est la raison pour laquelle nous l'avons ciblé comme prioritaire. Sur la zone d'emploi Aix-en-Provence, Gardanne-Mereuil, là, pour le coup, 61 communes et on remarque ici des disparités importantes d'ailleurs entre les communes de ce bassin d'emploi. L'industrie est la principale activité visée dans le cadre du FTJ et pour autant, elle ne représente pas la majorité de l'activité de ces deux zones d'emploi, avec un taux respectif de 7,6 pour la première et de 6,1 pour la seconde. Et la part d'activité largement majoritaire revient plutôt au commerce, au transport et aux services divers. Les éléments de diagnostic que nous souhaitons d'abord mettre en œuvre sont des éléments sociaux sur les indicateurs sociaux de notre territoire. Et effectivement, il est important de noter que le taux de pauvreté est inférieur à celui du département pour la première zone d'emploi et également, et là pour le coup, il est inférieur dans la deuxième zone d'emploi par rapport au taux de pauvreté des Bouches-du-Rhône. Et il existe donc du coup des fortes disparités entre les communes du point de vue social, puisque dans la deuxième zone d'emploi, on a Aix-en-Provence et on a des villes qui, pour le coup, enregistrent des taux de pauvreté beaucoup moins élevés. Et le sens de notre diagnostic était de dire que, effectivement, la situation de Marseille, qui est beaucoup plus
graves en matière sociale dans certains secteurs, sans stigmatiser le secteur du par exemple, 3e arrondissement, qui fait partie des quartiers les plus pauvres de Marseille et qui enregistre du coup des taux de pauvreté supérieurs, parfois à 50%, et qui contribue à 65% des allocataires du RSA, par exemple, du département. Les éléments de diagnostic que nous avons élaborés, en tout cas les débuts de conclusion qui ont été dessinés, visent à étendre le périmètre géographique de l'intervention du FTJ à d'autres territoires, dont notamment Marseille. Et pour le coup, Marseille pourrait être une zone ciblée pertinente pour un accompagnement social élargi des publics les plus en difficulté. Très bien, merci. Est-ce qu'on a retrouvé Madame Lahaine? On va réessayer. On va réessayer. Non, parce que je la vois apparaître sur le… Donc, ah, peut-être. Madame Lahaine, vous m'entendez ou pas? Apparemment, non. Allez, on ne va pas perdre. Pourquoi? Non. Non, non. Oui, je vous entends, mais en fait, est-ce que je peux parler sur l'ordinateur? Je suis vraiment désolée. C'est inaudible, Madame Lahaine. Je suis désolé. Inaudible. Alors, je suis désolé. vais commencer à répondre pour me représenter. Okay. J'ai pas d'autre choix. Allez, Monsieur Loret, elle vous passe le relais. Oui, elle me passe le relais. J'avais donc, on va deux questions sur la stratégie de l'adresse, donc justement sur le pilotage de ce FTJ, le Fonds de transition juste, et savoir exactement quelles vont être les orientations que vous allez mettre en œuvre dans ce cadre, vous, l'adresse. Alors, s'agissant des orientations mises en œuvre sur le volet social, 4 domaines, 4 axes ont été identifiés. Je vais vous les citer et ensuite peut-être vous les développer et par après je vous présenterai la stratégie qui dans les grandes lignes consiste à être en complémentarité évidemment avec la région et les autres fonds disponibles dans le cadre de la transition. Le premier domaine, le premier axe d'intervention, et c'est peut-être l'axe central, c'est la formation et les compétences des salariés et des demandeurs d'emploi. Compte tenu la logique d'intervention d'accompagnement social de la transition, cette priorité, elle est réellement centrale pour la mise en œuvre du FTJ et elle correspond d'ailleurs à une double approche à la fois d'accompagnement et de déploiement du processus de transition écologique et en même temps de répondre à l'impact social. Et dans le cadre de l'accompagnement de la transition, là pour le coup, il s'agira de financer des actions d'appui à la gestion, à la GPEC, la gestion prévisionnelle des compétences. Il s'agira également de financer des actions d'appui au renforcement des dispositifs de soutien aux transitions professionnelles, la possibilité de fournir un appui financier aux dispositifs de transition collective, par exemple, ou la possibilité de contribuer à l'accompagnement individuel des salariés engagés dans des projets de transition professionnelle soulevés par les problématiques de décarbonation. S'agissant du traitement des conséquences sociales de la transition, là pour le coup, il s'agira de financer des actions d'appui au développement des compétences des salariés des secteurs vulnérables affectés par la transition écologique, de financer l'accompagnement de salariés licenciés suite à d'éventuels PSE ou pas, et également il s'agira de prendre en compte le traitement social de la fermeture des centrales à charbon. Et là, pour le coup, on a un sujet là-dessus avec le pacte. Le deuxième axe d'intervention, il s'agira de parler de l'accompagnement et de l'insertion des demandeurs d'emploi. Et donc là, pour le coup, il s'agira de renforcer l'offre d'accompagnement dédiée des institutions du service public de l'emploi. Deuxième axe d'intervention, il s'agit là d'une approche plutôt complémentaire avec les mesures d'insertion dans les territoires éligibles. Et là, on prendra évidemment en compte la dimension territoriale plutôt que le ciblage sur des secteurs d'activité, d'où l'intérêt du diagnostic de parler de Marseille et des zones de pauvreté, parfois d'ultra-pauvreté. Troisième domaine, c'est l'inclusion active des demandeurs d'emploi.
y compris les plus éloignés. Et donc là, on pourra cibler certains publics en raison de leur vulnérabilité. Donc là aussi, ça répond au diagnostic, donc les demandeurs d'emploi de longue durée, les bénéficiaires, les BRSA, les jeunes, les résidents des quartiers prioritaires, des QPV. Donc l'inclusion active, quatrième domaine, et les autres actions dans le domaine de l'éducation et de l'inclusion sociale. Et là, je crois que c'est un domaine d'intervention qui a été à l'initiative du Parlement européen, et donc ce sera le quatrième domaine d'intervention. Voilà, et donc pour répondre sur la stratégie dont vous parliez, donc là il s'agira d'être en complémentarité d'agir en complémentarité avec évidemment la région, mais les autres fonds disponibles sur le domaine de la décarbonation et de la transition écologique. Alors juste en un mot, avant de passer la parole à Raphaël d'abord pour une question et à nos deux députés, pour un peu conclure cette partie. Quel est votre calendrier, vous, à l'adresse, en une phrase? En une phrase, à partir de septembre, je pense qu'il y aura les premiers appels à projets. En tout cas, on continue là à élaborer le diagnostic. On est encore dans les phases de mise en place. Dès septembre, je pense qu'il pourra y avoir, d'ailleurs, ce sera concomitant avec le lancement de la prochaine programmation du FSE+, pouvoir lancer des appels à projets plus ciblés. Bien, merci beaucoup à vous, Monsieur Laurel. Merci à Madame Lahaine qui n'a pas pu intervenir. Vous êtes fait magnifiquement son interprète. Donc, j'avais une question, effectivement, pour Raphaël de Guilly-Maurienne, qui portait de notre chat, qui était de Monsieur Olivier Brunet, et qui vous demandait quels sont les réseaux européens les plus importants pour la région pour une approche stratégique, pas limitée à l'utilisation des fonds européens. Alors, il y a beaucoup de réseaux européens et on est dans beaucoup de réseaux européens. Les régions sont extrêmement actives et dynamiques et c'est vrai qu'il y a des réseaux un peu généralistes. Et évidemment, je dirais que le plus important politiquement, c'est la CRPM, dont on fait partie depuis longtemps. Après, il y a l'Arlem aussi sur les questions spécifiquement liées à la Méditerranée. Après, il y a des réseaux thématiques comme le réseau ERIN sur l'innovation, voilà, Vanguard. Après, sans parler de réseau, nous, nos travaux dans le cadre des programmes de coopération européenne, c'est-à-dire les programmes dans lesquels nous travaillons avec nos régions voisines, transfrontalières, ou voisines au sens un peu plus large. Par exemple, nous gérons le programme Interreg-Med sur la rive nord de la Méditerranée. Eh bien, en fait, ces programmes sont des réseaux en soi et on retrouve souvent en fait ces régions dans d'autres programmes et ça fait converger les idées, les projets, la réflexion. Et le meilleur exemple sur le programme MED, par exemple, c'est qu'on a essayé de travailler sur une sorte de prémisse d'une stratégie macro-régionale en Méditerranée. Et en fait, on a mis en place un programme, un projet vraiment ambitieux de 11 millions d'euros sur différentes thématiques qui incluent toute une gouvernance, je dirais, au niveau des régions, des États, des organisations internationales. Donc, tout ça pour dire, pas pour vous assommer de détails techniques et de noms terribles, mais vraiment pour que vous compreniez que les régions sont vraiment tout le temps en relation avec d'autres régions européennes et françaises, bien entendu, et qu'on travaille à la fois sur des stratégies conjointes, mais aussi sur des projets conjoints. Bien, merci beaucoup à vous. On va passer donc nos deux députés. Je vois que Caroline Ross a réussi à se reconnecter apparemment. Je vais me tourner d'abord vers vous, Sylvie Brunet. Je voudrais avoir une courte un peu réaction et des précisions sur tout ce qui vient d'être dit. Et avant ça, j'ai une question d'Hélène sur notre chat qui demande: le budget de l'UE pour ce pacte n'est-il pas trop petit au regard des enjeux majeurs qu'elle doit achever, donc l'Union européenne?
Bien, alors d'abord, je voudrais féliciter et remercier les deux intervenants précédents. Je l'avais déjà fait, j'avais déjà entendu hein, Madame qui est à la région, je ne voudrais pas écorcher votre nom. Bon, on voit bien, Raphaël de Gully-Morgan. voilà, vous voyez, j'aurais eu un risque Non, non alors, évitable. excusez-moi, je vais le dire une bonne fois pour toutes. C'est De Giuli, Morgan. C'est italien. De Giuli. Italien, Giulia, Voilà. j'aurais risqué de l'écorcher. Voilà. Et donc, du coup, non, c'était très intéressant et ma réaction est de dire que, vous voyez, on comprend bien, en dehors, j'allais dire, si on peut, parce que ce n'est pas toujours simple, de toute considération politique. Vous voyez que nous sommes deux députés européennes dans deux groupes politiques différents et pourtant, on va dire au quotidien, au Parlement européen, on travaille ensemble. Hein. Je le souligne aussi parce que, bon, je mets de côté certains groupes politiques anti-européens, mais bon, après, pour le reste, on est obligé de travailler ensemble. Hein. Voilà. Et donc, du coup, on voit bien cette articulation. Je dis toujours, c'est une fusée à 3 étages. Donc, on a l'Europe, nous décidons en amont au Parlement européen, à la suite, avec la Commission, le Conseil, parce qu'il y a 3 institutions. Donc, on donne les grandes orientations stratégiques hein, sur ce budget, sur ce qu'on veut faire. Et puis ensuite, on va avoir un accord au niveau national, ça redescend dans chaque État membre. Donc, l'échelon français, national, gouvernemental est très important. Et ensuite, avec les régions, qui, comme on l'a vu, et les DRETS, pardon, parce que ça a changé de nom, puisque pour les fonds sociaux type FSE, sont des fonds qui transitent beaucoup par les DRETS directement. Alors que les autres fonds, c'est quand même surtout les régions. Donc, vous voyez, c'est important d'avoir ces 3 niveaux. On l'a bien vu à l'instant. Et donc, ça se décline, et d'où l'importance du travail effectué en région et dans les départements, bien sûr. Et pour nos interlocuteurs plus locaux, parfois on a du mal à leur expliquer parce qu'ils pensent qu'on est député européen et donc on distribue, j'allais dire, directement les fonds. Non, ce n'est pas notre rôle en fait. Hein. Nous, on est là pour expliquer, renvoyer aux bons interlocuteurs. C'est important parce qu'on est là pour que tout ça avance bien. Hein, dans l'intérêt de nos territoires et de nos concitoyens. Mais je conçois aussi que c'est parfois pas très simple, surtout qu'il y a des cofinancements, et nous sommes là aussi pour orienter. Donc, je les remercie parce que c'est précis, c'est concret, on voit comment ça se décline, et nous avons à la tête de la région actuellement un ancien député européen, c'est pas neutre non plus. Il connaît les mécanismes, et franchement, quand on les connaît pas du tout, c'est pas forcément simple. Voilà ce que je voulais dire en commentaire. Oui, Renaud Museli, en plus, a débuté sa mandature en disant justement qu'il allait aller les chercher, tous ces fonds européens, si je peux me permettre. Caroline Rose, est-ce que vous avez des choses également à nous dire sur ces 2 précédentes interventions? Je sais que vous avez vu quelques difficultés de son à un moment donné, mais je pense que vous avez entendu l'essentiel. Oui, je rejoins. Oui, j'ai des problèmes de connexion et de son. Des fois, ça part et ça coupe. J'ai des coupures. Oui, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Sylvie et d'autant plus que moi aussi, il m'arrive que je sois interpellée par des gens qui disent ah ben j'ai ce projet-là, donc tu penses que tu peux nous financer? Non, moi je peux pas financer. C'est vrai que il faut vraiment expliquer et ce que fait la région. Ils ont un travail phénoménal et c'est important. Et ce que disait tout à l'heure Sylvie par rapport au rôle de l'État, des territoires et des régions, le rôle de la région, il est vraiment très très important. Hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais rajouter parce que je vois que l'heure tourne et qu'on n'aura plus le temps de. Oui, vous êtes très gentil avec le modérateur. Merci beaucoup, Madame Rose. Effectivement, on va passer maintenant à la 3e partie. J'aurais aimé savoir un peu en quoi la Covid-19 impacte le pacte vert. Et j'ai une question corollaire. Est-ce que justement, les plans de relance nationaux Covid-19 qui voient le jour un peu partout dans le monde et également en France sont pris en compte dans le pacte vert? Sylvie Brunet? Ah oui, complètement, puisque dans le cadre du plan de relance européen, notamment ce qu'on appelle RRF, Recovery Resilience Fund, donc on a 37% de ce plan de relance qui doit être consacré à des axes dits verts, donc avec cette connotation justement de verdissement.
Mais je pense que c'est un sujet majeur. Ce qui est très important, alors, sur lequel je me penche beaucoup en ce moment. Je suis membre du Conseil sur l'orientation de l'emploi, le COE, qui est rattaché à France Stratégie. On avait une réunion ce matin sur tous ces sujets. Parce qu'en fait, on a un impact immédiat de la crise pandémique sur certains secteurs, c'est bien évident. Hein. Et nous, notre région est particulièrement, malheureusement, l'une des plus impactées en France, et voire en Europe, puisque nous sommes une région très touristique. Et donc, du coup, on a ce premier accompagnement en termes de plan de relance pour sortir de cette crise, quand on va être sorti de cette crise, parce que j'entends souvent parler de sortie de crise actuelle, mais nous sommes encore, malheureusement, dans la crise pandémique. Je le déplore, mais enfin, on a aujourd'hui beaucoup de nos concitoyens tous les jours qui sont touchés par ce virus. Et voilà, il faut souligner qu'on n'est pas sorti de la crise. Donc, on a cet impact, mais ce qui est très important en filigrane, c'est de se dire que ce plan de relance, il n'est pas que pour l'immédiat, en termes d'accompagnement immédiat pour voilà, refaire partir l'activité. Il est aussi plus moyen et long terme avec un aspect transition environnementale et d'ailleurs transition digitale aussi, puisque c'est la seconde grande transition. Bon, si je n'ouvre pas le micro, ça ne va pas le faire. Voilà. Madame Rose, sur ce sujet de la Covid. Alors, en quoi la Covid a impacté le plan vert? Bon, déjà, le Parlement veut voir le pacte vert au cœur du plan de relance de l'Union européenne, hein, suite à la Covid. Et puis, on a vu pendant la pandémie l'activité économique qui s'est ralentie, qui a entraîné, alors oui, une réduction des émissions de carbone, mais qui a laissé l'Union européenne face à une possible récession. Donc, c'est vrai que le 15 mai, le Parlement, il avait appelé au lancement du plan de relance qui se veut ambitieux avec le pacte vert pour pierre angulaire. Comme en a parlé Raphaël tout à l'heure, la Commission, elle a répondu à l'appel en créant Next Generation EU, désolé pour mon anglais, un plan de relance de 750 milliards d'euros. Donc c'est vrai que le plan, il a pour objectif de recréer une Europe plus verte, plus inclusive, durable et numérique, comme l'a dit Sylvie, et la rendre plus résiliente face aux futures crises telles que la crise climatique. Et on est encore en pleine crise, hein. C'est ce que Sylvie disait, on est encore en plein milieu de cette crise. Hein. Donc, voilà. Merci. J'ai une question chat là, de Claire qui demande l'articulation entre le plan de relance et le cadre financier pluriannuel sur champ commun pacte vert. Qu'en est-il? Et elle donne un exemple, la transition énergétique. Quelle est l'articulation donc entre le plan de relance et le CFP, le cadre financier pluriannuel, pardon? Je vais peut-être laisser Caroline qui est plus sur les fonds complétés, mais en fait, on a quand même un package global jusqu'à 2027 avec le cadre financier pluriannuel d'environ 100 milliards, 1074 milliards. Et quand on ajoute tout, on est quand même à peu près à 1800 milliards, puisqu'on a parlé des 750 milliards du plan de relance, mais ce n'est pas sur la même période, la même temporalité, puisque l'idée du plan de relance aussi, c'est de mettre ces actions en place, particulièrement sur 2022, 2023, mais on n'a pas la même temporalité. Le cadre financier pluriannuel, il va jusqu'à 2027. Et bon, effectivement, tout ça s'articule et se complète. On a parlé de REACT-EU, on a plein de mécanismes en fait, hein. Next Generation EU, le FSE, enfin tous ces fonds se complètent avec un même objectif, à la fois d'accompagner la sortie de crise en fonction des plus gros impacts. Alors moi, je parle plus de ma partie sur l'emploi et l'activité économique et l'emploi selon les 14 écosystèmes qui sont actuellement analysés. Hein. Il y a 14 gros écosystèmes industriels, dont le tourisme, les transports, l'aéronautique, l'automobile, etc. Alors ça, c'est Thierry Breton qui particulièrement analyse tout cela. Donc, comment on va accompagner le redémarrage des activités en termes de recherche, de réindustrialisation industrielle, européenne. Il y a cette idée de souveraineté européenne qui manque. On l'a vu sur les vaccins, on l'a vu sur la production des masques. Donc, on a ce sujet-là aussi, et qui est inscrit dans le plan de relance, qui est aussi inscrit
dans le cadre financier pluriannuel, la PAC qui a été votée, la politique agricole commune, il y a tout un volet aussi vert. Donc, vous voyez, et c'est pourtant le CFP. Donc, tout ça est complémentaire et s'articule. Et ce n'est pas la même temporalité. Le plan de relance, là, c'est immédiat. On voit quand même des indicateurs optimistes, plus optimistes, je l'espère, je croise les doigts, parce que quand on va avoir plus vacciné la population, on va dire en gros, à l'été, après l'été, on devrait vraiment être vraiment dans l'action là, pour sortir de cette crise et aider tous les acteurs économiques notamment et sociaux qui souffrent tant. Alors, Sylvie Brunet, pour vous, ce pacte vert justifie une transition radicale. Et pour vous, Caroline Rose, j'espère qu'elle m'entend parce que je la vois venir et sortir du chat. Je pense qu'elle a des gros problèmes de connexion. Donc, je voulais savoir, on va commencer peut-être par vos arguments, puisque vous êtes, il n'y a plus que vous là sur le chat, Sylvie. Ce pacte vert, il justifie donc cette transition radicale? Écoutez, mais alors oui, complètement. Je vais vous dire, j'ai été élu local un certain nombre d'années, il y a longtemps, dans ma carrière, j'allais dire, entre guillemets, politique. Je n'ai pas été qu'une politique, j'ai été DRH, j'ai été enseignante, mais je veux dire, je n'ai pas attendu tout cela pour me dire que c'était absolument fondamental, notamment sur les sujets de mobilité, sur lesquels j'ai toujours été investie. Et là, oui, alors, il y a eu une question, je vois qu'il y a beaucoup de remarques pour dire que c'est insuffisant. Bien sûr, ça, on a souvent cette remarque où on nous compare avec les États-Unis, mais ça n'est pas comparable parce que là, on parle d'un budget européen qui complète des budgets nationaux, hein, je rappelle. Oui, c'est toujours le principe qu'on peut toujours se dire, voir ce qu'est le verre à moitié vide et non pas le verre à moitié plein, j'en suis consciente. Mais je sens une accélération et une prise de conscience de l'état d'urgence qui a été une des premières choses que nous avons votées au Parlement. Une résolution indiquant qu'il y avait une urgence environnementale. Ça a été une source de grand débat, mais ça a été la première chose qu'on a votée en 2019. Et donc, oui, on a besoin, et j'en suis convaincue aussi, maintenant, je dirais pas d'une rupture, je suis prudente sur ces termes-là, parce que mon souci, moi, en politique, qui est un gros souci, c'est l'acceptabilité sociale de tout cela. Parce que je peux, comme d'autres, donner des tas de caps très intéressants, avec des ruptures qui terrifient tout le monde, mais dire que dans 6 mois, tout le monde sera passé à une économie décarbonée où on n'utilisera plus de véhicules avec forte émission de CO2, etc., ça, oui, tout le monde peut le faire, mais moi, mon souci, parce que je travaille là-dessus depuis des années dans toute ma vie professionnelle et au CESE où j'étais avant, c'est la problématique de l'acceptabilité sociale en termes d'emploi, en termes d'activité, dans des zones rurales où on a plus de difficultés. Donc, on va inscrire ça tous parce qu'on est conscient qu'il faut maintenant aller plus vite, mais il faut y aller aussi avec le dialogue social, en dialoguant avec les partenaires sociaux, avec toutes les parties prenantes, les organisations de jeunesse, les ONG. Il faut qu'on y aille dans le dialogue. C'est mon opinion. Alors, on va terminer. Je vous sollicite beaucoup, je suis désolé, mais Caroline a apparemment du mal à se reconnecter. On va terminer peut-être par quelques questions chat, parce qu'il y en a beaucoup qui sont tombées. Alors, je précise quand même que plusieurs de ces questions sont répondues directement par les intervenants, et merci à vous tous ces intervenants. Alors, une question de Christophe. Transition écologique, consommation énergétique et PIB. Comment concilier ces 3 piliers pour un futur soutenable? Vous avez 3 heures. Non, je plaisante. Un beau sujet. Comment le concilier, une fois de plus, de mon point de vue, par une déclinaison sur les fameux 3 étages de la fusée. Donc, à un échelon européen, on ne peut pas aborder cette question autrement qu'à un niveau européen déjà. Bon, le faire au niveau de chaque État membre par rapport aux États-Unis et même au niveau mondial, c'est pour ça qu'il y a des COP qui sont quand même importantes. Donc, il faut donner ces grands objectifs en haut, le décliner dans les États et ensuite à un niveau local. Et comment concilier tout cela? Le dialogue,
la temporalité des actions concrètes. Et c'est d'où l'intérêt aussi de ces fameuses assemblées citoyennes, associer plus les gens, les citoyens. Et je l'ai dit tout à l'heure, c'est mon point de vue très personnel, faire remonter beaucoup plus les solutions qui viennent du terrain. Parce qu'il y a souvent de très, très bonnes initiatives qu'on ne connaît pas et qu'on pourrait étendre. Et ça va être aussi un des enjeux de la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui va bientôt démarrer, qui va démarrer en mai, où on va avoir une plateforme de consultation des citoyens. J'espère qu'on va trouver des bonnes idées pour concilier tout ça. Un PIB, alors bon, j'ai mon point de vue, peut-être revenir aussi sur les indicateurs traditionnels. J'ai beaucoup travaillé là-dessus au CESE, puisqu'on avait même mis au point des indicateurs pays bien-être, qui complètent le PIB, un peu la suite du rapport Stiglitz, déjà qui date de 2009, mais bien sûr qu'il faut commencer à introduire de nouveaux indicateurs, qu'on ne peut pas être que sur des indicateurs de croissance du PIB, qui en gros détruisent des ressources naturelles et sociales et humaines. Mais on va prendre Madame Rose, est-ce que vous m'entendez? Non. Alors on va poursuivre. J'ai une autre question de Hélène sur le chat. Quelles sont les plus grandes faiblesses du pacte vert selon vous? Et elle ajoute, et comment y remédier? Donc question positive. Au niveau environnemental, social et politique. Alors, de mon point de vue, les plus grandes faiblesses, c'est un petit peu le problème quand on est à ce niveau-là, quand on est au niveau européen, c'est que au niveau du pacte vert, en tout cas pour l'instant, on a donné les grandes lignes, les grands objectifs, on a mis les moyens financiers qui vont bientôt tomber, on l'a vu. Bon, après, peut-être que il y a 2 points que moi, évidemment, je répète souvent. Je trouve que l'accompagnement en termes social, la résilience sociale et l'emploi, bon, c'est peut-être plus difficile à aborder, mais c'est un peu insuffisant de mon point de vue. On n'en parle pas assez. Je remarque qu'on parle très souvent, effectivement, des enjeux de production, des enjeux économiques, les nouveaux secteurs d'activité qui vont se développer, ceux qui vont peut-être décliner ou disparaître à juste titre, mais comment on l'accompagne en termes de formation, d'investissement sur le capital humain, mais aussi d'amortissement, si je puis dire, j'ai horreur de ce mot, mais enfin, social, parce qu'on a quand même des personnes plus vulnérables. Et on le voit bien aujourd'hui, l'impact de la crise, c'est quand même une montée de la pauvreté, de la grande pauvreté. Et donc, il faut qu'on ait aussi cette temporalité et des amortisseurs, entre guillemets, sociaux, parce que tout le monde ne va pas se convertir en quelques mois ou quelques années vers des nouveaux secteurs. Donc, il faut qu'on ait cela, parce que sinon, nous aurons des crises sociales et économiques majeures, et même des problèmes démocratiques, des crises démocratiques aussi, qui m'inquiètent beaucoup dans le monde et en Europe, il ne faut pas se leurrer. Ce sont autant de risques pour la démocratie, et avec l'arrivée de populisme et des choses qui peuvent être graves. Donc voilà, moi je pense que c'est un point important. Alors, une autre question sur le chat. Quel impact a le pacte vert sur la PAC, la politique agricole commune? Question de Colline Dalimier. Alors, avant peut-être de répondre là-dessus, je crois que, si je puis me permettre, Raymond Laurey voulait peut-être compléter ma réponse. Oui, effectivement, effectivement sur le sujet. Sur le sujet à la question des faiblesses du pacte vert, en considérant juste l'outil, le FTJ, je pense que l'un des enjeux, c'est la territorialisation en fait, de l'outil, de l'instrument financier. La territorialisation correspondant aux besoins de territoire les plus affinés. Et je crois que sur ce sujet-là, pour rebondir sur ce qui avait été dit, sur ce que Sylvie Bonnet disait à l'instant, il s'agit de démocratiser autant que possible ces instruments financiers-là et les faire connaître, effectivement, à travers cette pyramide dont elle décrit, les faire connaître
afin qu'ils soient les plus efficaces. Voilà. Et je crois que on doit collectivement, aller vers cela. Voilà. Donc l'enjeu, c'est donc la territorialisation et répondre autant que possible aux besoins du territoire. Alors, Madame Brunet, on en revient à cette question PAC, sur la politique agricole commune. Alors, la politique agricole commune, dont je dois vous avouer, je ne suis pas une grande, quand même, spécialiste, si ce n'est toujours pareil, c'est un peu obsessionnel chez moi sur les sujets d'emploi, d'apprentissage, sur lesquels j'ai beaucoup œuvré. Des activités plus écologiques et notamment tout ce qui est lié à la préservation des sols. Donc, il faut les accompagner, il faut les aider. La recherche agronomique est là aussi en ce sens et elle est importante. On a tout au sujet des sols qui est majeur. Et donc, et là où, une fois de plus, la territorialisation est importante et l'aide que les régions peuvent apporter, où il y a des experts qui peuvent aider les agriculteurs. Mais on ne peut pas les laisser seuls devant ce sujet parce qu'ils ont aussi leurs contraintes et beaucoup de difficultés, pour notamment les petites exploitations qu'il faut particulièrement aider. Alors justement, je rebondis sur votre réponse parce qu'on a un message sur le chat de Madame Ajek qui nous dit « J'écris mon mémoire sur les faiblesses du pacte vert européen, on est en plein dedans, et j'ai eu une interview aujourd'hui avec un expert qui m'a dit que le pacte était une grande déception car il ne prenait pas assez en compte les défis sociaux à venir liés à la crise sanitaire et sociale, mais aussi à la crise climatique. » Et Madame Ajek vous demande « Que répondez-vous à cela ?» Alors, écoutez, comme j'ai enseigné dans une école de management pendant des années et que j'ai tutoré beaucoup de mémoires, d'abord, je lui recommanderais d'avoir des avis de plusieurs experts. Je pense que c'est ce qu'elle va faire. Vous savez, il faut toujours confronter des avis différents pour se faire une idée. Et voilà, l'un va vous dire que c'est insuffisant, que c'est décevant. Décevant par rapport à quoi? Déjà, on n'a pas vraiment commencé à le mettre en œuvre. Donc, avant même de le mettre en œuvre, dire que c'est décevant, bon, je crois qu'il faut se mobiliser. Et puis, voilà, moi, je suis peut-être un peu naïve, mais je suis une optimiste de nature et j'aime bien, voilà, au contraire, aider à ce que tout ça s'accélère, se passe mieux, une fois de plus, dans le dialogue. Donc, avant de dire que c'est décevant, démarrons déjà. Et donc, peut-être consulter d'autres avis d'experts qui vont dire qu'au contraire, c'est déjà très ambitieux, notamment dans l'agriculture. Hein, et puis, une fois de plus, sans doute, on va travailler dans cette conférence sur l'avenir de l'Europe, j'en attends beaucoup, sur ce que j'appelle l'Europe des solutions. Qui devraient être aussi un moyen de faire remonter voilà, plein d'initiatives intéressantes. Le pastoralisme, par exemple, on a voté avec ma collègue Irène Tolleret pour que les aides soient accordées au pastoralisme par l'agriculture. C'est très important dans notre région parce que ça risquait de passer, ça aurait pu sauter. Alors, c'est quelque chose qui relève du patrimoine, mais c'est aussi
des traditions ancestrales et qui permettent de lutter contre la déforestation et de garder des ceintures vertes. Bon, ben, vous voyez, c'est peut-être des petites choses concrètes, mais en ayant voté ça, on l'a inscrit dans la PAC. Donc, il faut être vigilant à tous les niveaux, en haut, mais aussi à chaque échelle, à chaque échelon. Alors, on en vient à la dernière question, puisqu'on va être obligé de terminer maintenant ce webinaire. Et la dernière question, je vais la piocher dans le chat, puisque je pense qu'elle va nous faire une bonne conclusion et une bonne révision. Elle est de M. Henri-Georges Brun. En 5 mots, quelles sont les priorités du pacte vert ou tête de chapitre? On aura bouclé la boucle. C'est que moi, là? Il n'y a plus que vous, oui. 5 mots. Les priorités. Si vous faites 6 mots, ça ne me dérange pas. Hein. Non, mais bon, je dirais quand même lutter contre le réchauffement climatique, donc quand même un objectif décarbonation à 2050, avec un passage à moins 55% d'émissions de CO2 à 2030, donc c'est bientôt là. Donc il y a quand même une partie chiffrée des corrélations. Opportunités, un agenda des opportunités, ce pacte vert. Un troisième mot qui me vient, c'est quand même l'urgence. L'urgence, ce n'est pas quelque chose où on a le temps, parce qu'évidemment, on parle de 2050, c'est loin pour les gens, mais il y a quand même la notion d'urgence. L'accompagnement dans tous les domaines, social, bien sûr, économique. Et puis, je terminerai par le mot dialogue. D'accord, merci beaucoup, Madame Sylvie Brunet, d'autant plus que ce n'était pas évident. On devait faire un duo, malheureusement, mais pour des raisons de connexion, Caroline Rose a été obligée de se soustraire à la conversation. Je le regrette fortement pour elle et pour nos auditeurs, mais c'est la technique. Donc, je voulais remercier tout le monde. Merci aux organisateurs, à Muriel Mouret, au Bureau du Parlement européen à Marseille pour cette organisation, à tous les intervenants également, Sylvie Brunet, Caroline Rose, Raphaël de Giuli Morgan, donc, si on a bien retenu, Aude Lahaine et Raymond Loret. Merci également à tous les participants qui ont été vraiment nombreux au chat. Vous avez pu voir que les personnes, nos intervenants qui ont répondu directement sur le chat à vos très nombreuses questions, on n'a pas pu toutes les prendre. Donc, merci beaucoup à tout le monde et aux personnes également qui ont rendu techniquement possible ce webinaire et au plaisir de vous retrouver en physique pour un prochain débat. Au revoir. Au revoir.